travaille avec mon médecin. C'est-à-dire que lui, il fait la prise en charge. Et puis, il peut très bien me dire, voilà, il faut que tu me prépares de l'adrénaline, il faut que tu me prépares ça. J'ai besoin d'une intra-osseuse, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu vas en Afrique, tu voyages un peu. Les gens, ils ont un problème parce que demain, ils savent pas s'ils vont pouvoir manger ou pas. Nous, on est là. Écoute, on verra. Je sais que les coups de mou, il y en aura plein. Mais en même temps, je sais que l'abandon, le fait d'avoir abandonné et puis de regretter l'abandon, il va durer plus longtemps que mon coup de mou, ça c'est sûr. Eh ben, il y a un petit caillou qui a dû passer au mauvais endroit et puis il est remonté en fait par les artères dans mon cerveau puis ça a bloqué. Chaque mercredi, retrouvez l'émission Le sport a changé ma vie. Dans cette émission, vous allez retrouver des histoires inspirantes, passionnantes, de personnes qui se sont servies du sport pour changer leur vie, suite à un drame familial, une maladie, un problème professionnel, bref, ce que nous on a appelé un obstacle de vie. Des histoires inspirantes, passionnantes, qui vous rappelleront sûrement des histoires personnelles ou des histoires qui vous rappelleront ce qu'a vécu un membre de votre famille ou des amis. Ils nous partagent en toute humilité, en toute bienveillance et en toute inspiration leur histoire. Merci à eux et bonne écoute. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Salut François, ça va bien et toi? Excellent. Bah écoute, moi ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager un moment ensemble et puis que tu nous racontes un petit peu ton histoire de vie, mais aussi de sport. Alors d'abord, Mathieu, pour commencer cet échange, je te propose de te présenter, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement, enfin pas trop compliqué. Ben voilà, moi je viens d'un tout petit village en Suisse, 400 habitants, qui s'appelle Vercorin, donc c'est vraiment un tout petit village. Je suis né pratiquement dans le téléphérique du village, parce qu'il y avait beaucoup de neige à cette époque. C'était un peu chaud la descente, donc ma maman a dû descendre en téléphérique, puis c'était un peu limite, bref. Je suis enfin né, donc c'était en plein novembre, sous la grosse neige, et voilà, ça c'est un petit peu vraiment le tout début. Ensuite, ben, comme tous les enfants, j'ai fait mon parcours scolaire, etc. C'était un peu plus exotique parce que nous, on descendait à l'école en téléphérique, puis après, on prenait des vélos, puis après, on allait jusqu'en plaine pour aller à l'école de la grande ville, entre guillemets, quoi. Et puis voilà, après, j'ai fait des études, pas beaucoup, je vous rassure tout de suite, j'ai fait des études à la base de graphiste. Donc, je me suis cherché longtemps dans le dessin, dans plein de choses, puis finalement, j'ai fait mon métier, j'ai fait ça graphiste pendant, je pense, une bonne dizaine d'années. Et puis, je me suis rapidement retrouvé en fait derrière un bureau, un ordinateur assez rapidement. Et puis, je regardais tout le temps dehors parce qu'en fait, voilà, finalement ici, on est dans une région magnifique. Et puis, dans un bureau, moi, ça commençait à être un petit peu longuet. Bref, il s'est passé que j'ai pu et j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages. Avant 20 ans, j'étais déjà parti tout seul en Australie faire un trip parce que j'avais envie de voir des kangourous. Mhm. Et voilà, donc ça a duré 3 mois, c'était génial. J'ai eu de la peine à rentrer. J'ai eu de la peine à me dire, il faut que tu retournes au bureau. C'était un peu difficile. Et puis, à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré de nouveau un peu le hasard. J'ai rencontré une personne qui travaillait chez Air Glacier. Donc, Air Glacier, c'est une compagnie d'hélicoptères, de sauvetage et de transport ici en Valais, qui est assez connue. Et puis, ben, j'ai été au culot, puis j'ai posé la question, est-ce que vous cherchez pas quelqu'un? Alors, je n'étais pas du tout formé en hélicoptère, je connaissais rien. Vraiment, voilà, j'étais au culot. Et puis, à cette époque, ben, j'ai été me présenter. Et il s'est avéré qu'un des gars qui s'était cassé une jambe on faisait aussi comment on appelle ça? Le sulfatage des vignes. Et puis, Mhm. pour la saison, il y a un gars qui s'est cassé la jambe et il a fallu le remplacer. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai pu rentrer, en fait, dans les hélicoptères. Ça, Mhm. c'était vraiment la base. Donc Ensuite t'as provoqué la chance. ouais, j'ai vraiment provoqué la chose. C'est un peu toujours comme ça, mon histoire. J'essaye de provoquer, puis au pire, je me dis, bon, on me dira non, mais au moins, j'aurais essayé, puis j'aurais pas de regrets parce que sinon, c'est dommage. Et puis là, ben voilà, on m'a dit, ben écoute, si tu veux venir, tu peux venir, mais tu viendras pour l'été parce que l'hiver, on n'a pas de job pour toi, c'est du sauvetage, et tu vois, pas de problème. Et puis, il faut dire que j'ai un papa qui est guide de montagne, et puis mon frère aussi qui a fait énormément de ski, etc. Donc je me suis dit, l'hiver, je vais faire mes saisons de prof de ski. Ce serait pas mal, comme ça, je fais l'hiver le prof de ski, puis l'été, je fais de l'hélicoptère. Ce serait pas mal Mhm. comme job. Ouais. Puis finalement, j'ai fait ça un moment, en fait. J'ai pu passer ma patente. Chez nous, en Suisse, c'est les patentes de prof de ski. Donc, j'ai pu faire ma patente de prof de ski, j'ai pu faire ma patente de prof de télémarque aussi. Comme ça, j'avais une double patente. Et puis, j'ai travaillé comme ça quelques années en étant aux hélicos l'été et puis tout ce qui était en hiver, ski, etc.
toujours dans mon village avec finalement ma petite clientèle privée. C'était assez sympa. Alors, Et puis, télémarque, c'est quoi? télémarque, tu connais pas le télémarque? Non, En fait, je suis pas du tout c'est skieur. pas ski. Non. Alors, le télémarque, en fait, c'est une ancienne façon de skier. Si tu veux, quand tu skis, tu as l'avant du pied qui est attaché, puis l'arrière du pied qui est attaché aussi. Mm. Tandis qu'en télémarque, tu as uniquement l'avant du pied qui est attaché, et puis le talon est libre derrière. Donc, ça C'est ce veut qu'on dire que tu appelle dois aussi faire. le ski de randonnée. Ouais, mais c'est pas la même fixation. Mais c'est le principe est le même. Si tu veux, il y a un pivot sur l'avant du pied. Simplement pour descendre, eh ben, tu dois faire des genoux-flexions pour arriver à tourner. C'est Mm. assez. Tu peux taper télémarque. C'est vraiment hyper intéressant. Et bon, c'est pas super facile, mais c'est le mouvement est super esthétique. Franchement, c'est vraiment beau. C'est un peu les D'accord. anciens qui skiaient comme ça en fait. Ouais, Mm. ouais, Donc ton c'est pied est excellent. jamais attaché, là, le talon n'est jamais attaché, quoi. C'est en ski de Non, rando, si tu montes avec le pied détaché, et puis quand tu descends, tu voilà, l'attaches, c'est ça, hein? exactement. Tandis que là, tu pourrais monter avec des pots de phoque dessous, et puis Mm. après tu les enlèves, puis tu redescends, mais tu as toujours le talon qui est complètement détaché. Ouais. Ouais, c'est Mm. cool, hein. Bon, ça, par contre, ça chauffe les cuisses. Ça, c'est sûr Ah que oui. si tu veux te faire des muscles des cuisses, ça, c'est l'idéal. Le mouvement, c'est la même chose que quand tu vas à l'église et que tu fais une genuflexion. C'est Ok. ça. Et c'est là que je Alors, vois que tu vas pas beaucoup à l'église. non, pas du tout. Moi non plus. J'ai pas la Alors, référence. voilà. Ouais, c'est ça. Alors voilà. Alors, si tu veux la suite, après, je me suis dit, bon, moi, en travaillant chez Air Glacier, justement aux hélicoptères, je voyais tout le temps mes collègues qui partaient en sauvetage. Mm. Les machines de sauvetage, elles partaient. Puis je me disais, mais ça doit être vraiment cool d'aller chercher des gens dans la montagne. Je sais pas, ça doit être chouette. Puis j'ai demandé un peu ce qu'il fallait faire. Puis c'était compliqué. Puis il fallait être diplômé d'autre chose. Et puis bon, je me suis dit, moi, je veux pas rester toute ma vie à faire, entre guillemets, comment on peut dire, faccia tout. Enfin, tu vois, le type qui s'occupe des hélicoptères, mais qui fait finalement assistant de vol. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de plus? Et puis, je me suis renseigné. Et puis, je me suis dit, bon, ce qu'il faut aller faire maintenant, c'est une formation dans le médical pour finalement faire du sauvetage. Et puis, c'est ce qui j'ai essayé. Donc, je me suis inscrit à l'école d'ambulancier à Genève en étant sûr et certain de ne pas être pris parce que, avec mon parcours de graphiste, de ski, il n'y a aucun intérêt à te faire ambulancier. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi, mais ça a marché. Donc, j'ai fait mes 3 ans à Genève. 3 ans difficiles pour moi parce que rien qu'au niveau météo, Genève, c'est pas le Valais, hein, ça c'est sûr. C'était un peu difficile. Les hivers, c'est brouillard, etc. Mais j'ai complété, j'ai fini ma formation d'ambulancier diplômé. Donc, ambulancier en Suisse, c'est 3 ans. Hein. C'est pas comme en France ou dans d'autres pays. Nous, c'est 3 ans. Et puis, en ambulance, on peut partir sans problème avec. On n'est que deux. On est deux ambulanciers, mais il n'y a pas de médecin avec. C'est-à-dire D'accord. qu'on a, je sais pas, une vingtaine de médicaments en autonomie. On peut vraiment faire un tas de choses. C'est vraiment assez poussé. Ça correspond, je crois, à un Infirmier? infirmier ou ouais, quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond chez vous en France, mais Qui, je enfin, pense. on peut vraiment faire beaucoup de gestes, quoi. Hmm. Donc moi, j'ai fait Euh, ça. Et puis, finalement, j'ai bossé 18 ans dans les ambulances. Mais j'ai toujours gardé un pied, en fait, dans l'hélicoptère. Ça veut dire, je faisais souvent 80% aux ambulances et puis 20% aux hélicos. En me disant, il faut que je garde un pied dans les hélicos parce que hmm. déjà, c'est vachement cool, ça, c'est sûr. Et puis, peut-être qu'un jour, je vais prendre la décision et puis faire que ça. Et voilà, donc j'ai bossé là 18 ans là-dedans. Et puis là, le mois passé, il y a 2 mois maintenant, j'ai pris ma décision. Tu vois, j'ai 50 ans au mois de novembre. Je me suis dit, maintenant, c'est un peu plus cool. Donc, j'ai décidé que je ferais plus que d'hélicoptères. Donc, maintenant, ce que j'ai décidé, c'est 100% aux hélicos. Et puis, j'ai arrêté de faire de l'ambulance. Donc, 18 ans d'ambulance, je me suis dit, c'est assez. Je fais plus que d'hélico. Donc là, je fais plus que du sauvetage hélico. Ça, c'est mon Hmm. job 100% même. À côté du D'accord, ouais. trail, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Alors, quel est ton rôle justement dans cet hélico? Quand ça part, qu'est-ce que toi tu dois faire pour que tout ça se passe bien? Alors, quand ça part, déjà, je dois voir que tout le monde arrive. Donc, ça veut dire le pilote, il sera là en général. Ça, c'est sûr, il faut que j'attende le guide, il faut que j'attende le médecin. Guide, il y a des fois, guide, il y a des fois pas, parce que si c'est un treuil, on a un guide avec. Et puis, s'il n'y a pas de treuil, si on peut poser l'hélico à proximité du patient, on n'a pas besoin de guide, en fait. Donc, moi, je m'assure que tout le monde soit là. Je fais le tour, la sécurité de la machine au décollage aussi. Donc, c'est-à-dire, il faut regarder déjà que les turbines fument pas. On fait un tour de machine pour être sûr qu'il n'y a rien qu'on a oublié, ça, c'est sûr. Et puis en vol, c'est à moi de travailler avec la radio pour rappeler en fait la centrale qu'on est au départ, qu'on est arrivé.
Et puis, comment on progresse dans la situation? Est-ce qu'on a trouvé le patient? C'est souvent ça qui est aussi difficile. On nous dit, ouais, alors il est dans la forêt entre tel endroit et tel endroit. Ou alors, on nous donne des coordonnées. Donc, à nous de voir, il faut regarder par la fenêtre, il faut regarder les coordonnées. Il faut écouter aussi beaucoup parce que on a la tour de contrôle qui parle pour nous annoncer, par exemple, un autre trafic, un autre avion, un autre hélicoptère qui serait peut-être dans la zone, pas loin. Donc, à nous de le voir. On a aussi ce rôle de sécurité au niveau de voir les parapentes. Parce que peut-être qu'on Mm. va chercher quelqu'un qui est dans la montagne, donc il peut y avoir des parapentes, il peut y avoir des planeurs, il peut y avoir d'autres avions, d'autres hélicos. Donc ça, nous, on n'a pas d'instrument. On a un tout petit radar, mais sinon, ça se fait tout à l'œil. Donc, c'est à nous de gérer ça. Enfin, c'est aux pilotes et à nous, tous les gens qui sont à l'intérieur de l'hélico, ils doivent jeter un œil dehors. Ça, c'est le plus important. Et puis après, ben, une fois que l'hélicoptère est posé au sol, ben, moi, j'interviens en fait comme paramédic et puis je travaille avec mon médecin. C'est-à-dire que lui, il fait la prise en charge et puis il peut très bien me dire, voilà, il faut que tu me prépares de l'adrénaline, il faut que tu me prépares ça, j'ai besoin d'une intra-osseuse, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et puis ça, c'est mon travail justement de le seconder pour tout ce qu'il a besoin. Mm. Ensuite de ça, on va rapatrier le patient dans l'hélico. Donc là, le médecin reste à l'arrière avec le patient. Et puis moi, je reprends un petit peu mon rôle on va pas dire de copilote, mais c'est moi qui vais devant. Je fais les annonces à l'hôpital, les annonces à la centrale de quelle est notre évolution, où on va avec quel patient et qu'est-ce qu'il a finalement. Il faut faire les annonces à l'hôpital. Et si vraiment c'est un patient difficile ou qui est vraiment un risque, c'est un peu plus péjoré, j'aurais possibilité de rester derrière, assis avec le médecin, puis on fait les soins à deux. Si c'est un Mm. patient un peu compliqué, voilà, c'est un peu ça qui se passe. Ouais. D'accord. Dans Et le retour, le retour après, ben, il y a encore du boulot parce que quand on rentre, ben, le médecin il va faire sa paperasse, le pilote il va faire sa paperasse aussi, puis ben, moi je dois rentrer l'hélico, je dois faire le fuel, je dois faire les vitres, enfin il faut tout remettre en état, il faut remettre les médicaments que tu as employés, il faut les ranger, il faut les mettre des nouveaux. Si maintenant on a fait une intervention sous la pluie, ben, il va falloir, il faut rapidement tout remettre en place pour Mm. être prêt à repartir le plus vite possible. C'est surtout Mm. ça. Ouais, c'est vraiment en fait un poste qui en France se rapproche vraiment de l'infirmier anesthésiste avec cette spécialité hélicoptère que Voilà, tu as en plus. exactement. Euh, euh, Est-ce que tu as, allez, les gens aiment bien ça, une petite histoire, une petite anecdote d'une intervention qui t'aurait marqué? On doit souvent te poser la question. Bah, c'est difficile, parce que j'ai plein d'interventions qui m'ont vraiment marqué. Et Mais spontanément, comme ça, il n'y en a pas une qui... ça fait 20 ans bientôt, mais tu dis dans quel sens? Parce que bon, il y a des interventions qui me marquent, mais au niveau. Alors, il y a des interventions qui sont très, comment on pourrait dire, euh, compliquées techniquement. Techniquement, avec l'hélicoptère, il y a des interventions qui sont compliquées émotionnellement parce que c'est peut-être un bébé, un enfant ou voilà. Après, il y a des choses où il y a beaucoup de patients, un gros accident où il y a plusieurs patients, plusieurs blessés. On fait des vols de recherche, on fait des évacuations. Ça arrive aussi. Une simple personne qui se casse une fixation de ski au sommet d'un truc à 3 4 000 mètres, ben, il faut aller le chercher parce qu'il peut pas redescendre. Hmm. Donc, des anecdotes, j'en ai plein. Il y a des gens qu'on n'a pas retrouvés, hein. Il y a des gens qui étaient simplement rentrés à la maison. Hmm. On a été chercher des gens qui voulaient absolument qu'on aille chercher leur chien. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir un drone pour que le drone, avec une caméra thermique, repère le chien qui était perdu dans une paroi. Et puis que finalement, on est allé chercher uniquement ce chien avec deux guides pendus sous notre treuil pour aller chercher un chien. Mais j'ai été chercher des moutons, j'ai été chercher des trucs, des choses incroyables, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est finalement ce quotidien qui change d'une heure Hmm. à l'autre. Si tu peux être sur un accident de voiture sur l'autoroute, imaginons, et puis 30 minutes après, bah, tu te retrouves les pieds dans la neige, ou bien en train d'être en hélico avec le treuil, et puis au fond, il y a un guide qui est pendu, et puis il est au-dessus de l'eau, au-dessus du Rhône, parce qu'il y a un type qui s'est jeté à l'eau, ou bien il faut aller chercher quelqu'un, ouais, qui a sauté au Rhône. Non, mais il y a des trucs incroyables, mais ouais, je pense que c'est ça qui est plaisant aussi, c'est la diversité des choses qu'on fait, quoi. Il fait une Hmm. fois 30 degrés, puis ta coop, t'es en haut, il fait 0 degré, puis tu comprends pas ce qui s'est passé entre deux, quoi. Mais c'est ça finalement qui fait la force du métier. Moi, j'aime bien. Tu sais pas où on va aller, on sait jamais. Hmm. Excellent. Et alors, est-ce que tu dirais, toi, que c'est souvent un petit peu l'image qu'on a
des randonneurs, des touristes, des gens que les gens sont un petit peu inconscients et pas forcément préparés à vivre ça? Ou alors est-ce que c'est finalement rien que des accidents et puis que ou le manque de chance, je sais pas, de la part des gens? Ben, il y a de tout. Je pense que honnêtement, dans la haute montagne, on a entre guillemets moins d'accidents parce que les gens qui sont vraiment en haute montagne, c'est des gens qui se préparent ou alors ils vont avec un guide. Après, il y a le hasard qui fait l'avalanche et tout ça, ça on peut pas tellement prévoir. La chute de pierre, ça c'est difficile. Mais je dirais qu'en général, les gens qui sont en haute montagne, c'est-à-dire 3 à 4 000 mètres comme ça, ils sont relativement bien préparés. Ils regardent la météo, ils préparent leur itinéraire, ils ont les cartes, etc. Franchement, ça se passe relativement bien. Il peut y avoir des petits accidents. Mais on remarque que souvent, les gens, on dirait en moyenne montagne, c'est-à-dire ben maintenant, là, ils sont bloqués chez eux depuis une semaine et quelques parce qu'il fait la pluie. Donc, ces gens, au premier rayon de soleil, ils vont sortir. Et c'est des gens qui se baladent sur des chemins pédestres. Mais chez nous, les chemins pédestres, ça peut être un petit chemin avec 200 mètres de vide à droite et puis une paroi à gauche. Donc, il suffit d'une petite inattention de glisser un petit truc ou bien voilà un vélo qui arrive en face parce qu'il y en a plein chez nous aussi. Et voilà, c'est 60 mètres de chute dans les rochers, puis ben souvent c'est fatal, je veux dire. Et c'est vrai qu'on a plus d'accidents souvent sur une petite via ferrata. Les gens ils sont pas préparés. Oh, une via ferrata, c'est bon, on y va en basket, rien. Puis au milieu, ben ils sont épuisés, puis ils peuvent plus en avant, plus en arrière. Donc il faut aller les chercher, il faut les évacuer. C'est tout ce genre de gens. On a les pistes de VTT, les gens descendent sur les VTT, les pistes, c'est la folie. Il y a des sauts, puis bah voilà. Pour nous, ça fait du business. Mais je dirais la moyenne montagne, franchement, on en fait presque plus que la vraie haute montagne, franchement. Hmm. Parce que tu dis, ça fait du business, c'est des entreprises privées qui font ce type de... Alors, nous, on est une entreprise privée chez Air Glacier, mais je dis du business parce que finalement, nous, je devrais pas dire ça, mais on aime les interventions. Ça veut Ah dire, oui. on aime les interventions techniques, on aime les interventions où il faut treuiller. Finalement, on adore ça. Après, on veut pas que les gens se blessent, mais si tu veux, tout l'aspect technique, c'est ça qui nous attire finalement. Nous, on est malheureux quand on est dans cette centrale puis qu'on attend, entre guillemets, on attend que quelque chose se passe où il pleut, puis voilà, on va pas sortir. Au moins, on aime sortir, on aime aller faire des sauvetages, c'est sûr. Ben, ça fait un peu drôle de dire on veut pas que les gens se cassent la figure, mais c'est vrai on aime bouger, quoi. Enfin, on aime aller en Hmm. montagne, on aime. Si c'est magnifique d'aller chercher quelqu'un, je dis un petit accident, une jambe cassée, un truc, puis que les gens te disent, bah ben, merci beaucoup, ou bien qu'on a pu les sortir juste, ouais, juste avant que ce soit, juste avant la nuit, on a pu les rentrer en sachant que s'ils avaient passé la nuit dehors, voilà, peut-être ça aurait mal fini. Donc, il y a quand même, on est fiers, au final, on est fiers de faire ce qu'on fait, puis je pense que, ouais, c'est gratifiant finalement d'arriver. Alors, il ne faut pas croire qu'on sauve tout le monde, hein. On dit, oh, vous êtes sauveteurs. Oui, on est sauveteurs, entre guillemets. Je veux dire, la personne qui se casse la jambe, il n'a pas sauvé la vie, on lui a sauvé un bout d'os, puis voilà. Mais, mais c'est quand même sympa, je ne veux pas dire, enfin, chouette job, quoi. Ouais, c'est sûr, ça fait un métier qui fait rêver. En tout cas, quand on voit un Ouais, hélico c'est passer au-dessus chouette. de notre tête, tous les enfants et même les adultes sont en train de regarder cet hélico Ouais. passer. Je comprends Moi, très je bien ce que regarde tu, souvent. ouais. Je comprends très bien ce que tu dis sur le côté on attend ça parce que bah, étant pompier volontaire maintenant, Ouais, en fait, comme je l'explique souvent, quand il y a un feu dans une maison, les pompiers, ils adorent ça, hein. Aller au feu, c'est vraiment le ouais, truc qui fait que tu as fait ce métier-là, cette activité-là. Et souvent, les gens disent, ouais, bah, t'es content quand les autres sont pas contents, sont malheureux. Bah, ouais, en mais fait, que tu sois là ou pas, la maison, elle aurait pris feu. Alors voilà. autant qu'elle prenne feu quand toi, t'es de garde. Bah voilà, exactement. Tu as tout compris. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça. G- Génial. Bah écoute, Mathieu, on en sait déjà Un petit bout beaucoup plus sur ton parcours sportif, enfin professionnel. On en sait professionnel. un Ouais. petit peu moins sur ton parcours sportif. Quel sportif es-tu depuis ton enfance? Alors moi, je pense que je suis un sportif amateur, hein, je ne veux pas la péter comme ça, mais c'est sûr que, écoute, j'ai commencé, ben, mon père étant guide, on a fait de la montagne, on a fait pas mal de choses au village, on a fait souvent des balades, on n'aimait pas spécialement aller se balader, mais on les a quand même faites. On a été un petit peu en montagne avec mon père quand on a pu y aller parce qu'il avait décidé qu'on était assez grand, petit, il s'occupait un peu moins de nous, mais du moment qu'on a pu marcher, on a pu faire pas mal de choses avec mon papa. Et j'ai un frère aussi qui fait pas mal de choses. Lui, il est instructeur de parapente, donc on a fait pas mal de sport. On a fait notre brevet de parapente. Moi, j'avais 15 ans à l'époque. Donc, c'était en 88, ça fait déjà quelques années.
Et puis après, j'ai fait du VTT, j'ai fait plein de sports. Avec mon papa, j'ai fait du canyoning. Il nous a vraiment fait découvrir un tas de choses. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était un sport que les gens faisaient pas. J'avais envie de faire un truc que les gens dans mon village ne faisaient pas. Donc, oui, on a fait de la peau de phoque, enfin, on en fait toujours, hein. Du ski alpinisme, on en fera toujours. Du ski de fond, du ski de compétition, du télémark, tout ça, on a fait. Et puis, je me suis dit, ben, moi, je vais essayer de me lancer dans le triathlon. Parce que nous, en Suisse, on n'est pas des super nageurs. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer le triathlon? Alors, j'ai attaqué ça. Alors, on a commencé en équipe, à trois, on faisait chacun une discipline. Puis, je me suis dit, non, mais c'est nul. Pourquoi je ne ferais pas tout seul, en fait? Je vais essayer. Alors, j'ai commencé par des petites distances, hein, des mini triathlons. C'était, je crois, c'était vraiment des tout petits trucs, 500 mètres de natation, 10 kg de vélo ou 20 kg de vélo, 10 kg de course à pied. Puis, j'ai trouvé ça sympa. Puis, bien sûr, personne ne faisait ça au village. Je me suis dit, ouais, c'est cool, le triathlon, ça m'a l'air sympa. Puis, alors, bien sûr, j'ai commencé à augmenter les distances, bien sûr. J'ai fait de l'olympique, etc. Avec tout au fond de ma tête, une pensée pour l'Ironman. Je me dis, ça, c'est le truc d'une vie, faire un Ironman, c'est un truc de fou, c'est de la folie, etc. Et puis, ben, ça m'a pris finalement 10 ans, quoi. J'ai fait 10 ans de triathlon. Et puis, j'ai fini par faire 5 Ironman au final. Donc, j'ai fait 2 complets à Zurich. Et puis, j'en ai fait 3, mais ce qu'ils appellent des semi-Ironman, les 70.3 avec des souvenirs, des tonnes de souvenirs. J'ai souvenir d'être descendu à Monaco dans un vieux bus, d'avoir dormi dans le bus avec la roue du vélo ici, parce que, ben, voilà, au pied d'un hôtel où il y avait les Russes qui, eux, faisaient le même triathlon, mais ils n'avaient pas les mêmes moyens que moi, en fait. J'ai eu déjeuner les pieds dans la mer, et puis j'ai fait mon Ironman là-bas. C'était sympa, puis rentrer en bus, mais voilà, un peu à la, un peu à la rustre, mais c'était finalement, bah, voilà, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, donc c'était génial. J'ai des souvenirs incroyables du triathlon. Et puis voilà, j'ai fait donc mes 5 Ironman, j'étais super content, mais après 10 ans, je me suis dit, il y a un truc qui me gêne dans le triathlon, c'est finalement le matériel, parce que il faut des tonnes de matériel. Puis une fois que tu as acheté une combi, que tu as acheté des baskets, tu as acheté un vélo, et puis, ouais, budget serré, c'est pas facile, franchement, le triathlon. C'est magnifique, mais voilà, j'ai adoré, c'est une période que j'ai adoré de ma vie, mais je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire un sport finalement euh, j'ai cette envie maintenant, depuis quelques années, de tirer sur quelque chose de simple, sur une vie beaucoup plus simple, la simplicité des choses. Et j'ai de la peine, hein. J'ai de la peine des fois parce que j'achète encore des baskets et tout, mais c'est bon, j'en ai plein. Donc, essayer de simplifier, vraiment prendre une vie simple. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas finalement faire que de la course à pied? Parce que la course à pied, j'ai besoin d'une paire de baskets et encore, on a pas mal discuté, la clinique du coureur, course à pied, voilà. Paire de baskets, oui, et le reste, j'ai rien besoin. Je veux dire, un short et un t-shirt, qui soit de marque ou pas de marque, qui peut être à 20 francs, on s'en fout. Et puis finalement, c'est un petit peu là-dedans que je me suis dirigé. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça? En plus, chez nous, moi, depuis chez moi, je pense que je mets mes baskets en 3 ou 4 minutes. Je suis dans la forêt et je peux Mm. monter pendant 3000 mètres, il n'y a pas de problème. Ça fait que monter, descendre des chemins dans toute la forêt. Donc je me suis dit, bah voilà, j'essaye. Alors j'ai commencé, j'ai couru un petit peu. La route, bof, j'ai pas trop kiffé. Je me suis dit, allons dans la forêt. Puis chez nous, il y a des tonnes de chemins. Et voilà, je me suis retrouvé finalement à faire du trail. Appelons ça du trail. Et puis c'était chouette, j'ai un monstre plaisir. J'étais dehors, je pouvais courir. Et puis finalement, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ce métier en fait dans le guillemets de sauveteur. Ben, il y a des jours où je rentrais à la maison puis je disais à ma chérie, ben voilà, aujourd'hui, je sais pas, on va faire un métier bizarre, mais j'ai fait 3 morts dans la journée. Mm. Alors, c'est sûr que le moral, il prend un petit coup. Puis, alors, il y a des gens qui vont boire, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui vont, je sais pas, ben moi, je me suis dit, ben, je vais courir. Et puis, en courant, eh ben, j'arrive vraiment à penser à plein de trucs, j'arrive à résoudre plein de problèmes. Et puis, ça peut être la nuit, après une grosse journée de travail, si je vais courir une demi-heure, ah, mais je rentre à la maison, je suis super bien. Donc, je me dis, c'est peut-être mon exutoire, c'est comme ça que j'évacue la pression, je sais pas. J'imagine que c'est ça. Mais maintenant, ben, je peux plus m'en passer, en fait. C'est ça le problème, c'est que je vais tout le temps courir, je vais courir de jour, de nuit, il pleut, bon, ben, il pleut, je vais courir. Et puis, je pense que je suis content, hein, parce que j'ai un monstre plaisir, j'ai mal nulle part, ça fait maintenant des années que je cours. Euh, et voilà, alors forcément, j'ai augmenté les distances. Mm. C'est toujours comme ça. J'ai commencé à faire quelques courses avec un monstre plaisir. Et puis, j'ai commencé à lorgner vers les ultras en me disant, ouais, mais ça, un 100 kg, est-ce que je suis capable? Est-ce que peut-être que, voilà.
Après, ça, c'est peut-être une autre histoire. Là, j'en suis à 6 ultra trails terminés. J'ai un énorme projet là qui arrive à la fin du mois d'août et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, vas-y, raconte-nous ce projet, parce que là, nous, on enregistre mi-juillet. Cet Ouais, épisode, il sortira en septembre. ouais, Raconte-nous ce projet, même pour les gens qui nous écoutent en l'an 2035. ouais. C'est la magie Non, du en fait, podcast, on peut l'écouter quand on veut. quand on veut, en fait, non, c'est un projet débile. Je peux pas dire autrement. Mais ce qui est arrivé, c'est que ben voilà, on a eu ce foutu Covid. Moi, j'ai fait plein d'inscriptions à des courses. Donc, en gros, dans les 6 ultras que j'ai fait, donc j'ai fait le trail de Verbier. Après, je me suis inscrit à la Réunion. J'ai pu faire la Diagonale des Fous. Après, j'ai fait la Swiss Peak. Mm. J'ai fait le Marathon des Sables. J'ai refait la Swiss Peak une fois et j'ai encore fait la Higuerre. Donc, c'est tous des ultra trails que j'ai commencé et terminé, plus ou moins bien. Hein. Je suis pas du tout sur le podium, mais je suis dans le classement. En fait, je m'en fous un petit peu. Le but, c'est de prendre le départ et d'y arriver. Et si possible, de se faire plaisir sans rien se casser. Ça, c'est déjà cool. Mm. Et puis, je me suis inscrit. Là, mon petit rêve, ben, j'ai plein de rêves, hein, mais je me suis dit, un jour dans ma vie, j'aimerais faire quand même l'Ultra Trail du Mont Blanc parce que, voilà, il faut le faire, je pense, une fois dans une vie de trailer. J'aimerais retourner une fois au Marathon des Salles parce que je l'ai fait avec une salmonellose. Ça veut dire que la première nuit, je l'ai passé à l'infirmerie. Et puis, on m'avait interdit de prendre le départ. On m'a dit, non, non, mais tu es trop malade, tu peux pas prendre le départ comme ça. Puis, je me suis un peu battu. J'ai pu prendre le départ. Il y a quelqu'un qui m'a mis debout, qui m'a poussé sur la ligne de départ. Vas-y, puis on verra ce que tu vas devenir. Puis, j'ai pu terminer. Donc, j'ai envie de le refaire dans des bonnes conditions. Et puis, à côté de chez moi, il y a l'Italie. Et puis, en Italie, il y a un ultra qui s'appelle le Tor des Géants, Mm. qui fait 330 km. Et puis, bah, ça, c'est un autre rêve. Alors, je me suis dit, écoute, de toute façon, Covid, je vais rien pouvoir faire, donc je m'inscris à tout, et puis on verra bien. Mais le problème, c'est que bah, toutes les inscriptions ont été validées. Donc, ça, c'est un autre problème. C'est que finalement, il s'est passé que le dernier week-end du mois d'août, je vais me présenter à l'UTMB, donc à l'Ultra Trail du Mont Blanc. 10 jours après, je vais m'attaquer au Tour des Géants. Et 10 jours après, je vais pouvoir retourner au Marathon des Sables. Donc voilà, ça représente en fait 750 km en 7 semaines. Alors voilà, donc je me suis inscrit à tout ça, je suis prêt pour tout ça. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'au mois de novembre de cette année, donc 2021, ben, j'étais chez moi et puis j'ai fait ce qu'on appelle un AVC. Donc voilà, j'ai 50 ans cette année. Bon, ça n'a rien à voir avec mon Alors, âge, novembre mais 2020, du coup. 2020, merci. C'est voir si t'écoutais. Ouais. Non, puis là, je me suis fait un AVC. Donc, AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. En gros, il y a un petit caillot qui a dû partir quelque part dans mon corps et qui est monté jusqu'à mon cerveau et puis qui a bloqué une artère de mon cerveau. Donc, ça veut dire que j'avais toute une partie qui était bloquée. Ça m'a pris toute l'oreille interne. Et puis, il y a une zone de mon cervelet, en fait, qui était plus irriguée. Donc, en gros, c'est la merde. On ne peut pas dire autrement. Moi, Mm. je vais en chercher plein des gens qui font des AVC, puis ils sont pas bien. Donc là, quand on me voit, oui, j'ai fait un AVC, mais maintenant je pète la forme. Et puis on a fait des recherches parce qu'en fait, chez moi, l'AVC, il n'était pas dû à un problème d'artère, qui peut venir du stress, qui peut venir de la malnutrition, qui peut venir de la fumée, de l'alcool, etc., ou du gras, en fait, du cholestérol. Chez moi, c'est pas de problème. Ce qui a été trouvé, en fait, c'est que j'avais, maintenant ça a été rebouché, un trou entre mes deux oreillettes cardiaques. Alors en fait, c'est une communication qu'on a quand on est tout bébé, quand on Mm. est dans le ventre de sa maman, il y a une communication entre les deux oreillettes, et puis qui normalement se referme à la naissance. Et puis chez apparemment 35% des gens, eh ben, elle ne se referme pas. Du coup, ça pose un problème, par exemple, chez les gens qui vont faire de la plongée, ou bien voilà, chez moi. Eh ben, il y a un petit caillou qui a dû passer au mauvais endroit, et puis il est remonté en fait par les artères dans mon cerveau, puis ça a bloqué. Mm. Donc, l'avantage, c'est que d'avoir un petit trou comme ça, on l'a vu assez rapidement et puis on a pu en fait le refermer. Moi, je pensais qu'il le refermerait tout de suite. Donc, j'étais voir mon cardiologue, il me dit, ah. Mais pour l'autre, il y a eu un autre problème parce que bien sûr, c'était trop facile comme ça. Il a vu en fait, en mettant un ECG sur 5 jours, j'ai été courir aussi pendant 5 jours pour voir un petit peu si j'avais des problèmes cardiaques de base. Et puis lui, il m'a dit, écoute, je suis désolé de te dire, mais il y a un truc qui joue pas, tu fais des blocs. En fait, je faisais des blocs atrioventriculaires. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais mon cœur, il marchait pas bien.
Et puis, lui, il trouvait pas d'où ça venait. On a fait des analyses et tout. Puis finalement, j'avais, en plus de mon AVC, une borréliose. Donc ça, c'est dû certainement à un tic. Et puis, j'avais une borréliose positive. Et du coup, au niveau du cœur, ça fait un syndrome un petit peu inflammatoire sur la partie électrique du cœur. Et le signal, il passe pas bien des oreillettes au ventricule. Donc, c'est un cas, entre guillemets, pourri. Il faudrait mettre presque un pacemaker. Donc, c'est un peu compliqué. C'est quoi Mais une borréliose? une borréliose, en fait, c'est une maladie qui est inoculée par les tiques. Et tu peux aller apparemment jusqu'à des gros problèmes nerveux. Ça peut être vraiment une catastrophe, quoi. Chez moi, c'était entre guillemets vite réglé. J'ai pu prendre 20 jours d'antibiotiques qui ont été faits chez moi parce que mon amie, en fait, elle travaille à l'hôpital aussi dans les urgences, donc elle a pu me faire elle-même les injections. Donc j'ai fait 20 jours d'injections d'antibiotiques, guéri la borréliose. Et puis après, on a pu m'opérer pour reboucher le trou que j'avais dans le cœur. Alors l'opération, elle se fait en fait par... ils sont rentrés avec deux tubes, en fait, une caméra puis un tube par mes artères fémorales, donc au niveau du bassin, puis ils remontent au cœur, puis ils ont mis un espèce de petit parapluie pour boucher ce trou. Donc du coup, je suis tout neuf. Et puis je me suis dit, ben, tout le monde m'a dit, ah mais bon, maintenant tu as fait un AVC, ton projet de 3 courses, là, tu peux oublier, tu n'arriveras jamais à faire et tout. Puis ben, moi, ça m'a poussé. Puis je me suis dit, mais mon gars, tu as 50 ans cette année, tu viens de faire un AVC, ça peut arriver de nouveau, tu peux avoir un gros truc. Donc maintenant, fais ce que tu as envie de faire, profite à fond. Puis alors, je vais le faire, oui, je vais le faire. J'ai les congés, tout est prêt, l'entraînement, je m'entraîne à fond. Ben, je vais y aller et puis je vais essayer de finir. Je vais essayer de finir. Non, je vais finir, on va dire. Il faut être positif. Et puis voilà, donc moi je suis prêt pour ça. Et pour en terminer avec cette histoire de projet fou, il y a un journaliste que j'avais rencontré en fait au Marathon des Sables à l'époque, en 2018, qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, ton projet, il me plaît, il est super. Moi, lui, c'est un journaliste en fait qui filme que des élites, donc des gens qui sont au haut niveau. Et il m'a dit, ça provoque pas ce qu'on veut, parce qu'on sait que Kylian Jornet, il prend le départ, il finit en principe, hein, à moins qu'il y ait une guêpe, voilà. Si tu nous regardes, Kylian, je suis désolé. Alors voilà. Donc, et puis il m'a dit, toi, tu es impopulaire, ça peut être vachement intéressant parce que, entre guillemets, je sais pas si on a le droit de dire, mais je vais en chier, ça c'est sûr. Donc il y aura des moments de down à fond, et puis voilà. Donc lui, il m'a dit, moi, je veux faire un film sur tes 3 courses, sur ton projet global. Mais lui, il savait pas encore que j'avais fait un AVC. Et puis quand je lui ai dit, écoute, oui, mais tu dois savoir quand même que j'ai fait un AVC, ben il a souri jusque-là, puis il m'a dit, c'est génial, ça va être un super film, et je vois toute l'histoire. J'ai dit, bon, ben voilà. Donc finalement, je suis prêt pour ça. Il y a aussi un crowdfunding qui a été lancé pour ce film. On n'arrête pas de faire des images. Voilà, lui, il va venir avec moi sur les courses, il va filmer. Donc c'est encore un peu l'inconnu. Moi, je me prépare, je vais être prêt pour ces courses. Et voilà, ça c'est le projet. Donc ce qui me fait encore souci, c'est que quand j'aurai terminé ces 3 ultras, ce qui en fera 9, et ben ouais, ça fait un peu chier. Je ne peux pas m'arrêter à 9 ultras. Donc, il faudra prévoir un dernier pour le fun. On verra. Donc, du coup, voilà, je me prépare pour ça. J'espère que ça va jouer. Ça, c'est un petit peu l'histoire sportive. J'adore la course à pied, vraiment, je pense, parce que c'est simple et parce qu'il y a besoin de rien. Alors, c'est vrai que c'est la mode d'avoir des trucs aux jambes, des trucs partout, mais je pense qu'on peut revenir à quelque chose de très simple et tu peux prendre tes baskets et aller courir. Et c'est génial, quoi. Moi, j'adore ça. J'adore cette simplicité de la course à pied, quoi. C'est vrai que le trail permet ça, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Tu parlais tout à l'heure de triathlon. Si tu veux aller en vacances faire du triathlon, bah, faut tout de suite emmener ton vélo, faut Voilà. emmener la combinaison, faut emmener c'est de la logistique, parce qu'il faut avoir peut-être un bassin, faut avoir un terrain qui s'y prête à faire du vélo, etc. Enfin, c'est tout de suite une logistique beaucoup plus compliquée, alors que la course à pied Ouais. permet cette simplicité de, tu le disais tout à l'heure, de pouvoir aller à 3-4 minutes de chez toi et puis hop, t'es en montagne. Où Mhm. tu trouves un sentier qui est sympa, et puis ça, pratiquement tout le monde peut le faire, sauf quand on habite au cœur d'une très très grande ville, encore que il y a Encore que. Encore il y a que. des ultra trailers parisiens qui performent. Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, en est la preuve. C'est vrai. C'est vrai. C'est voilà, on peut tout de suite aller s'entraîner ça facilement en fait en faisant ce sport.
Est-ce que tu dirais que... Alors j'ai beaucoup de questions concernant ton défi, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intriguant, extraterrestre, etc. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton AVC. Est-ce que tu dirais que cette épreuve, aussi négative soit-elle, t'a apporté Mhm. quelque chose de positif dans ta vie? Oui, oui, franchement, oui. Je pense que tout ce qui m'est arrivé, c'est positif. Enfin, moi, je vais rechercher de toute façon le côté positif de ce qui m'arrive parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Les choses, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Si j'ai fait un AVC, je pense que c'est pas pour rien. Et moi, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, ben voilà, j'étais déjà en train de réaliser en fait on peut pas, les choses qui se sont déjà passées, tu peux plus les changer. C'est des choses qui, ça sert à rien de revenir en arrière sur un trail que tu as abandonné, sur si, voilà, c'est passé. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment, le plus important, c'est vivre le jour présent, vivre le moment présent. Là, par exemple, on est les deux, on discute, c'est génial. Demain, je sais pas, ouais, je peux prévoir environ ce que je vais faire, je vais travailler demain, ok. Mais entre deux, on ne sait pas ce qui va se passer. Et si tu vis vraiment le moment là, maintenant, tu es toujours bien, en fait. Tu es toujours heureux, tu es toujours bien. Tu dis, mais voilà, ici, alors oui, il y a plein de choses négatives, mais prends que le positif. Genre, j'étais déjà bien comme ça avant, mais maintenant, je pense encore plus en me disant, ben voilà, peut-être que demain, tu refais un AVC. Peut-être que demain, moi, je vois des gens, là, dans mon job, hein, ils ont mon âge ou plus jeune, et puis ils font un arrêt cardiaque pour des raisons, ben voilà, parce que son cœur, il s'arrête. Puis je me dis, mais est-ce que tu as vécu ce que tu voulais? Est-ce que tu as fait ce que tu voulais? Est-ce que tu as dit aux gens que tu aimais, tu les aimais bien? Ou bien est-ce que tu es en conflit avec celui-là, puis tu voudrais pas juste lui dire, écoute, c'est con, il faut qu'on discute, il faut qu'on discute. Moi, il y a un problème, est-ce que tu veux pas juste en parler? Peut-être c'est la mauvaise compréhension, des qu'en dira-t-on, des j'ai l'impression que, et ça, franchement, c'est de la merde, quoi. Il faut vraiment, je pense, arriver à se dire, bah voilà, là, moi, je suis bien. Ce matin, j'ai quitté ma chérie, elle va partir en vacances avec ses enfants. Et ben, je lui ai dit que je l'aimais fort. C'est des petites choses, mais finalement, bah, tu es bien avec toi-même. Et je pense que d'avoir fait un AVC, ça renforce chez moi encore plus ça. Puis je me dis, mais il faut vivre à 200%, il faut vivre le moment présent. Et puis tout le reste, bah, pour moi, c'est bénéfique, quoi. Il faut, voilà, je pense que c'est chouette. Mais l'AVC en lui-même, il m'a encore conforté dans cette idée de dire, ouais, c'est chouette, quoi. Il faut vraiment profiter du moment et arrêter de se poser mille questions et puis d'être grinche avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est déjà tellement court, là. Puis on a déjà tellement de chance, franchement. Nous, on croit qu'ici en Suisse, on est dans la norme, mais c'est de la folie, on se rend pas compte. On est les premiers à râler, pourquoi? Parce qu'il pleut, mais on a des problèmes de riches, quoi. Franchement, Hmm. ah merde, j'ai déchiré ma Scott. Ouais, super, ouais, bon, ben, on n'a pas de problème. Franchement, je pense que oui, on a des problèmes, mais on a des problèmes qui sont. Voilà, tu vas en Afrique, tu voyages un peu. Les gens, ils ont un problème parce que demain, ils savent pas s'ils vont pouvoir manger ou pas. Nous, on est là. Ouais, ok, il pleut. Je rentre comment en train? Ah, mais non, je dois marcher un bout. Là, il pleut. On s'en fout. Je pense que vraiment, de ce côté-là, l'AVC, il m'aide encore plus à vivre au jour le jour et à vivre à fond. Ça, c'est sûr. Ça, Hmm. c'est certain. Ouais. C'est le fameux ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que t'en as qu'une. Ouais, c'est un petit peu ça, mais alors, c'était déjà comme ça avant, j'étais déjà comme ça, je pense, mais de plus en plus, quoi. En plus, en prenant un petit peu d'âge, tu relativises les choses, puis tu dis, ouais, ok, mais oui, mais ça, mais oui, mais bon, c'est pas si grave, quoi. Il y a des solutions, on peut trouver. C'est jamais rigolo. Maintenant, on va dire, ouais, peut-être que dans 2 heures, je suis en train de faire, je sais pas moi, un mari qui a perdu sa femme pour une raison Y. Alors c'est catastrophique. Tu peux pas dire le contraire. Mais je vais aller chercher quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Par exemple, j'ai fait il y a pas longtemps quelqu'un au golf, un golfeur qui s'est cassé la jambe, mais pour lui c'est une catastrophe parce que il va pas pouvoir jouer au golf. Et tu dois aussi l'écouter puis te dire voilà, pour lui c'est une catastrophe. Mais j'ai envie de lui dire il pourrait y avoir une pandémie. Alors oui, il y en a déjà une, c'est vrai aussi. Mais voilà, finalement pour la personne même c'est une catastrophe. Mais si Hmm. tu regardes un petit peu globalement les choses, ben ça, ça va aller quoi. On va s'en sortir. Il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment tirer le max de positif, quoi. Sinon tu t'avances plus. Et les gens, ils font des dépressions. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur. On a probablement trop de choses et on sait plus, quoi. Je pense qu'il faut vraiment se dire, bon, voilà, profitons du moment présent, profitons là de tout à fond, quoi. Je pense que c'est important.
Alors toi qui es dans cet esprit-là de revenir à quelque chose de simple, à la simplicité de ta vie, peut-être un peu de minimalisme global, généraliste, pas seulement sportif, hein. Le minimalisme, c'est tout un mouvement qui peut concerner même sa vie Mhm. organisationnelle chez soi, etc. Ah, Est-ce que exactement. tu te rends compte que c'est quelque chose qui est global ou est-ce que tu penses être un extraterrestre dans ce mouvement-là? Non, j'ai l'impression que les gens, comment dire, il me semble qu'on sent un petit peu chez les gens une envie de retour un petit peu à la simplicité. Peut-être je me trompe, hein. Mais en tout cas, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui reviennent un petit peu à la simplicité, puis qui se disent, tu vois, chez nous, par exemple, c'est vrai que c'est la campagne. Enfin, chez moi, c'est un tout petit village. Moi, j'ai acheté des poules, j'ai un jardin immense, et puis j'aime aller dans mon jardin puis dire, voilà, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et je vais dans mon jardin, je reviens avec des légumes, je reviens avec mes œufs de poule. Et moi, je trouve ça fantastique. Je reviens avec des fruits pour le dessert, puis je me dis, regarde, c'est génial. On est là, on prend des légumes, on prend des fruits, on prend des œufs, et voilà, on achète des trucs, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont une petite envie de retour quand même aux choses simples et aux, voilà, parce que tu te retrouves bloqué, parce que peut-être que tu as voulu changer de téléphone, mais qu'en Chine, ça fonctionne plus, ou voilà, on a vu avec cette pandémie, hein, il y a des choses qui arrivent plus, il y a des matières premières qui circulent moins bien, et alors il faut pas non plus être égoïste, mais je pense que les gens, il y a peut-être une prise en compte, ils se rendent compte que peut-être les choses simples, c'est plus facile. J'ai jamais vu autant de monde autour de chez moi qui plantait des choses, ou ouais, ou qui achetait des poules, ou qui allait faire des trucs. On va en Suisse, ils ont fait des études là. Il n'y a jamais autant de gens de Suisse qui ont pris des vacances en Suisse finalement Hmm. que maintenant, parce que c'est bien, hein, et la Suisse est magnifique. Donc autour de chez toi, il y a plein d'endroits magnifiques que tu peux aller visiter. Et puis les gens, ils ont peut-être un petit peu cette idée. Moi, je trouve que c'est chouette, hein. La simplicité, si. Alors, je fais des théories sur la simplicité, c'est chouette, mais c'est difficile, hein. C'est difficile à pas Hmm. sombrer dans acheter du matériel, racheter la nouvelle montre, voilà. Mais moi, le premier, hein, je ne peux pas jeter la pierre aux autres. Mais c'est vrai que tu achètes une montre, la nouvelle, elle est plus ci, plus ça. Mais réfléchissons un peu, puis je me dis quoi, il y a des choses simples à faire. Mais c'est sûr que, en fait, enfin, chaque personne va mettre sa petite action. Il y a des gens qui vont consommer, qui vont acheter pas mal de chaussures, mais par contre, ils vont aller peut-être au travail uniquement à vélo. Et t'en as qui vont être complètement minimalistes sur leurs chaussures, mais qui vont aller tous les jours faire 45 minutes de voiture aller-retour, et qui finalement, écologiquement parlant, dans leur simplicité de vie au quotidien, bah, ça va peut-être s'équilibrer de ces deux profils-là, etc. Je pense que chacun fait un effort ou a un mode de vie qui lui correspond et qui essaye d'être en corrélation avec tous les enjeux actuels, sans forcément jeter la pierre, comme tu disais, c'est pas la peine Ouais. de juger les uns les autres. Et finalement, quand tu prends conscience aussi de ce fameux, j'aime beaucoup cette citation, c'est un problème de riche. Quand tu te rends compte que Ouais. t'as pas le choix, enfin, t'as le choix en fait de te poser ce genre de questions. Ouais. Bah c'est chouette, quoi, tu vois, mais sans parler aussi richesse financière, tu vois, par exemple, pour l'UTMB, qui fait beaucoup débat, etc. Bah, en fait, c'est déjà une richesse que d'avoir le choix de se dire, est-ce que je vais le faire ou pas? Parce Bien que tu as sûr. des gens qui n'ont pas du tout cette capacité physique, cette capacité financière, cette capacité Ouais. organisationnelle de pouvoir le faire. Donc, finalement, de se dire, est-ce que je vais le faire ou pas? C'est un problème de riche déjà. Ouais, t'as raison, 100%, t'as raison. Ouais. Ouais. Puis ça coûte cher aussi, je veux dire. On dit que la course à pied, c'est simple et tout, mais c'est vrai que tu vas faire un UTMB, tu vas faire la diagonale des fous, il faut y aller, il faut prendre l'avion, il faut réserver. Mais on voit qu'il y a même des élites qui ont tendance à dire, bon, voilà, on va pas les citer, mais des gens qui disent, moi, je veux plus prendre l'avion pour aller faire des courses. Respect, franchement. Alors, voilà, je dis pas qu'il faut faire ça, hein. Moi, je suis le premier. Peut-être que je crève d'envie d'aller à Madère, faire le trail de Madère. Voilà, je vais aller au désert, faire le marathon des salles. Bah oui, il faudra prendre l'avion. Je suis tout à fait conscient de ça, quoi. Ça, c'est Hmm. sûr que là, je donne. Après, voilà, j'ai pas d'exemple à donner aux gens, et les gens font comme ils veulent. Après, moi, ce matin, je suis venu à pied, à vélo, en train. Voilà, c'est ma façon aussi, comme tu l'as dit avant, hein. Euh, puis, bien sûr que j'ai trop de baskets, hein. J'arrive pas à les jeter, mais alors, ça, je peux pas dire le contraire.
Alors Ouais, là, je peux rien dire là-dessus parce que je suis exactement pareil. Ça, c'est un problème. voilà. Alors Mathieu, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de ton enchaînement de ces trois ultras. C'est indépendamment chacun l'un de l'autre, c'est des objectifs de vie pour certains Mhm. qui se disent, moi, si je réussis à cocher ça un jour dans ma vie, ça y est, ma vie est réussie. Toi, tu vas Ouais. enchaîner les trois en un mois et demi, quasiment. Mhm. Comment est-ce que tu vas t'organiser et récupérer entre chacun de ces ultras? Alors, déjà pour te dire, ma vie, pour moi, elle est déjà réussie parce que je suis super content de ma vie pour l'instant. La deuxième question, comment je vais récupérer? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, je sais pas. Et je pense que de faire 1000 projets, ça marchera jamais. Donc, ce que je vais faire, moi, au plus simple, c'est-à-dire que j'ai pris ça un petit peu dans une globalité. Au lieu de me dire, je fais une course, après je fais 10 jours de pause, une course, 10 jours de pause, je me suis dit, je vais faire 750 kills. Comment j'organise toute ma semaine, tout mon mois et demi? Eh ben, je vais faire la première course. Alors, c'est sûr j'ai lancé un crowdfunding, il y a des gens qui m'ont versé de l'argent, enfin, à moi, pas, mais pour faire le film, hein, l'argent, il va aller que pour faire le film. Moi, j'ai payé mes courses, il n'y a pas de problème, je ne demande rien à personne. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire le premier. Et puis, quand j'aurai fait l'UTMB, là, j'ai déjà regardé aussi avec une masseuse. En fait, j'ai une personne qui me masse, mais depuis des années. Et puis, j'ai dit, écoute, je pense que les 10 jours, quand je vais rentrer, il va falloir que je mange, que je boive, que je dorme, et puis que je me fasse masser, en tout cas 2 à 3 fois dans les 10 jours, c'est sûr. Et je pense que je sais pas comment je vais récupérer. En général, je récupère relativement bien d'un ultra, mais là, j'en sais rien. Donc, en fonction de comment je vais être, je ferai en sorte. Mais j'ai pris des rendez-vous déjà chez le masseur, ça c'est sûr, chez le physio aussi, mais plutôt en prévision. J'ai aussi un ami qui me suit. Alors lui, c'est un peu plus spirituel si tu veux, mais lui, il essaye de canaliser tes énergies et puis en gros, il te rebranche à la terre. C'est un peu compliqué, mais simplement pour libérer l'esprit. Puis on sait, enfin moi je suis convaincu que sur ces ultras de plusieurs jours, le Tour des gens c'est 150 heures, donc c'est 6 jours. Ton corps, à un moment donné, il fonctionne relativement moins bien. Donc, c'est tout qui se passe entre tes deux oreilles, hein. Et je pense que le mental, c'est énorme, énorme. D'ailleurs, moi, j'essaie d'entraîner mon mental à fond. Et puis, ce type avec lequel je travaille, lui, il arrive à me ressouder aux choses simples et à me dire, mais voilà, mets un pied devant l'autre, continue à avancer. Oui, tu as mal à droite. Alors, essaye vraiment de te concentrer sur la gauche qui va bien en te disant pas pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai mal, mais en te disant, OK, j'ai mal à gauche, au genou gauche, comment je vais passer la ligne d'arrivée? Parce que tu vas la passer, mais comment tu vas faire pour arriver jusque là-bas? Au lieu de te dire, mais pourquoi, mais merde, pourquoi j'ai mal là, pourquoi j'ai mal là? Non, essaye vraiment de dire à ton corps, ton cerveau, voilà, maintenant je sais que j'ai mal à gauche, et puis de changer pourquoi ça m'arrive en disant, mais comment je vais y arriver, comment je vais faire ça? Et alors, j'ai déjà pu le faire une fois parce qu'avant la réunion, en fait, je m'étais fait une énorme, 3 semaines avant la diagonale des fous, je me suis fait une énorme entorse pendant la nuit à la cheville. Et puis le premier réflexe, c'est de dire, ben voilà, c'est cuit, 3 semaines de Mm. la réunion, t'oublies, hein. Et puis j'ai fini la réunion et j'ai travaillé à fond là-dessus pendant les 3 semaines qui me restaient en me disant, voilà, comment je vais la finir? Parce que je vais la finir. J'ai été chez lui, on a tout refait l'accident en disant, voilà, maintenant oublie cette partie, ça c'est fait, va de l'avant. Alors j'ai tout fait, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai mis des sangsues, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'étais à la réunion, j'avais mis un tape et puis à Sillaos, au kilomètre 80, j'ai pris le tape, je l'ai arraché, puis j'ai dit, bah, maintenant, c'est bon. Et j'ai pu finir. Alors, j'ai eu mal un peu partout, hein, mais j'ai pas eu de séquelles et cette cheville, maintenant, elle va super bien, quoi. Donc, je pense que vraiment, pour revenir à ce projet, je ne sais pas comment ça va être de gérer les 10 jours chaque fois entre deux. Alors, c'est sûr, après le Tour des Gens, j'aurais déjà enfilé 500 kilomètres. Voilà, je vais aller au Marathon des Sables. Je l'ai fait une fois, je sais que c'est possible de le faire. On est d'accord, même le Tour des Géants, tu peux pas courir, je vais pas courir 330 kilomètres, hein. Je vais me Mm. déplacer sur 330 kilomètres en essayant de respecter les délais. Et puis voilà, je peux pas te dire ce que je vais manger, combien je vais dormir, je sais pas. Je suis pas sûr que je vais devoir tout calculer ça. Je vais essayer d'aller un peu au feeling, mais peut-être je vais me planter, hein, mais écoute, on verra. Je sais que les coups de mou, il y en aura plein. Mais en même temps, je sais que l'abandon, le fait d'avoir abandonné et puis de regretter l'abandon, il va durer plus longtemps que mon coup de mou, ça c'est sûr.
Donc, même si ça dure 4 heures le coup de mou sur 6 jours, ben, c'est que 4 heures. Donc, ça va revenir. Au bout d'un moment, ça tourne. Donc, je pense qu'il faut vraiment que je m'alimente le mieux possible. Et puis, ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Il y a un ami qui me suit aussi, qui est nutritionniste. Lui, il m'a dit, je ne peux pas te donner un rond, mais je te fais la nutrition. Je dis, mais c'est merveilleux, fais-moi la nutrition. Alors, voilà, pour l'instant, je fais assez juste pour l'instant. Donc, j'essaie vraiment de mettre toutes les cartes de mon côté. Mais pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais gérer ça, mais je vais le gérer. On verra. On verra. Pas vraiment le choix, bien falloir le faire maintenant que tu es engagé là-dessus. Voilà, mais là, je ne peux plus faire le contraire. Je ne peux plus reculer. Donc, ouais. Génial. Alors, c'est quand même un défi assez incroyable. Et toi qui fréquentes des médecins quotidiennement, de par ton métier, on l'a vu au tout début de notre échange, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Ouais, ben voilà, le dernier que j'ai vu, il m'a dit ça va mieux ton AVC. Je dis ouais, c'est bon, tu as pu tout récupérer, oui. Puis il m'a dit bon, maintenant je pense que tu as compris, tu peux commencer à arrêter de courir. Ben non, non, je peux pas, non, parce que finalement j'ai envie de faire ça. Donc en discutant avec le cardiologue, en lui posant la question, parce qu'on a fait un interview l'autre jour du cardiologue, alors le journaliste aurait voulu qu'il lui dise écoutez, non, c'est super dangereux, il peut pas faire ça. Ça aurait fait bien dans le film, mais lui il m'a dit écoute, le trou de ton cœur il est refermé. Je ne peux pas te dire que tu as de contre-indications à faire ça. Il dit maintenant, le fait de faire 750 km en si peu de temps, c'est un autre problème. Mais au niveau médical, ben, il n'y a pas de contre-indication. Donc, j'ai même pas cette excuse de dire oh là là, mais moi j'ai fait un AVC, je sais pas comment. Non, non, je peux pas. Donc ça fonctionne. Mon cœur, il est rebouché, c'est guéri. Donc voilà, les médecins, ben, ils disent t'es un peu taré. Moi, je le pense. Hein, c'est un projet qui est débile. Franchement, la première fois que j'ai eu l'idée de me dire je pourrais aligner les trois, je me suis dit non, mais t'es complètement taré. Ça va pas jouer. Puis plus ça va, plus je me dis mais peut-être. Hein. Parce que l'UTMB, le tort, ça s'est déjà fait. Ça, il n'y a pas de problème. Probablement qu'il y a des gens, mais tu prends des gens comme, je sais pas moi, Claverie, tous ces gens qui font 1000 kills, 900 kills. Voilà, pour moi, eux, c'est des kings, quoi. Moi, alors, encore une fois, je vais faire une course, je suis pas tout seul, il y a des ravitaillements, on est encadré. On pourrait se dire, tu sais, les gens, je pense, là, je vais un petit peu plus loin, mais les gens qui fuient la Syrie avec un bagage et puis rien, ils font des tonnes de kilomètres, mais il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a rien, ils sont pas encadrés, rien. Ça, pour moi, c'est des gens, c'est des, entre guillemets, des héros. Moi, ce que je vais faire, oui, c'est complètement débile parce que c'est long, mais en même temps, on est encadré, il y a une organisation, il y a des gens qui regardent la sécurité, il y a des ravitaillements, ben, pas au marathon de ça, mais on nous donne quand même de l'eau, etc. Donc, voilà. Les coups de mou, je les aurai, mais c'est personnel. Maintenant, tout le reste sera fait pour. Oui, je peux choper la pluie, je peux choper le vent, je peux choper la neige, je peux me faire une entorse. Il y a plein de choses qui vont arriver. Mais ça reste quand même des courses qui sont encadrées. Tu vois ce que je veux dire? Je prends pas un risque à la Mike Horn qui traverse la planète. Voilà. Et puis, ma foi, si c'est avéré que je ne termine pas, mais je vais les terminer, ben voilà. Encore une fois, moi, c'est mon rêve d'arriver à les terminer, les trois, même si je suis 3 fois dernier, mais je suis le plus heureux de la planète. C'est génial. Attends, c'est vrai que ce serait déjà une performance tout à fait incroyable. On le disait tout à l'heure qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient du mal à aligner peut-être 10 km parce que physiquement ils n'étaient pas capables. Alors enchaîner 750 bornes, c'est déjà exceptionnel. Oui, Effectivement, même en arrivant dernier, on est toujours devant celui qui reste dans son canapé, comme on dit. voilà. Euh, Mais je pense que si tu veux que c'est un ultra de 100 km, alors là, je m'avance un peu, mais honnêtement, je pense que, je ne veux pas dire tout le monde peut faire, mais la majeure partie des gens avec un super fort mental et de l'entraînement, c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. Avant, on disait, oh, le marathon. Mais non, mais il y a des gens qui courent, il y a des gens qui font, on n'en parle pas, il y a des gens dans des pays incroyables qui vont chercher de l'eau le matin, mais ils font 20 km aller, 20 km retour. Et voilà, maintenant, nous, on fait 10 kilos, ouais, c'est super. Ou on dit, il faut faire absolument des ultras de 100 kills. On s'en fout, finalement, le type qui veut. Moi, si je décide de faire une course de 10 kills, je te jure qu'au bout des 10 kills, j'en ai plein le cul. Puis je me dis, bah, c'est bon.
j'ai fait ma course de 10 kills à fond, je suis crevé. Je ne sais pas comment j'ai fait une fois 170 kills dans ma vie. Mais c'est comme ça parce que tu branches ton cerveau puis tu dis voilà, maintenant tu fais 10 kills, c'est une course, tu vas à fond. Maintenant, je décide de faire 170 kills, et ben, tu dis pas, je fais ça, je dis, ok, je fais 4 fois 40, ou je fais, tu vois, et puis il faut, voilà. Et puis moi, je me dis dans les ultras, je me dis, bon, là, c'est dur, il est milieu de la nuit, mais finalement, demain après-midi, ben, je serai arrivé. C'est pas si long, hein. Ou bien tu te dis, ben voilà, encore une nuit, un jour, et probablement que j'arrive la nuit prochaine. Ouais, c'est cool. C'est vrai que comme tu dis, finalement, c'est pas si long. Bah, si tu fais le recul, tu dis, bon, mais attends, j'ai fait la réunion, il m'a fallu tant d'heures. C'était génial. Puis il te revient que les bons souvenirs. Donc, oui, sur le moment, ça paraît long, mais voilà, si tu le prends sur une vie, bon, bah, 3 jours, allez hop. Ah, c'est cool, hein. Alors, on va essayer de se projeter un petit peu à fin mi-octobre, parce que le marathon des sables, c'est début octobre. Ouais, c'est juste. On va essayer de se projeter à mi-octobre. Est-ce que tu n'as pas peur qu'après, il y a un vide? Alors, il y aura sûrement un vide, mais c'est pas grave. Je pense que ce vide, il va être en partie comblé parce que mon copain journaliste, eh ben, il va travailler sur le film, donc je serai encore dedans, je pense, à un moment. Il y aura quelques présentations à aller faire aussi chez des gens, puis je vais me replonger dedans, ça va être sympa. Mais il y aura une certaine satisfaction, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, parce que c'est une étape de passé. Mais puis il y aura autre chose. Je pense que je vais trouver sûrement un autre truc à faire. Pas forcément plus grand, ni plus long, ni plus. Mais il y aura un autre but, il y aura autre chose. Et puis voilà, ce sera une chose de fête. Et puis où j'aurai eu, je pense, énormément de plaisir. Des gros coups de mou certainement. Mais non, je me fais pas de soucis parce que je voulais faire, par exemple, l'Ironman, je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Puis après, ben voilà, je me suis lancé à autre chose. Mais sans jamais regretter ce qui a été fait, quoi. Je suis hyper content d'avoir fait du triathlon. Ça m'a sûrement aidé pour plein de choses. Voilà, il y a pas de hasard. Je ferai autre chose. Des trails, je pense que j'ai plutôt tiré sur les trails, comment dire, longs, oui, mais peut-être moins médiatisés, peut-être, je sais pas, ou dans l'esprit de découvrir des endroits ou plus aventure, ou je sais pas, on verra bien. Ben voilà, partir avec ma chérie sur l'île de Madère et puis lui dire, ben voilà, elle a envie de faire le 16 km, ben moi je fais le grand, puis après on reste en vacances, quoi. Je veux dire, la Réunion, on a fait ça, moi j'ai fait ma course, ma chérie, elle est arrivée avec son fils le samedi pour l'arrivée, et puis on est resté 15 jours de vacances, puis finalement c'est génial. Autant les vacances que la course, quoi. En fait, ça devient une petite excuse pour aller faire des vacances, mais j'aime bien ce côté partons faire des vacances, puis on fait un trail au milieu. C'est cool parce que tu découvres vraiment, tu arrives à découvrir des endroits que tu n'aurais peut-être pas vus si tu étais à l'hôtel ou voilà. Là, tu peux aller voir des gens, tu vois des endroits où tu passes pas forcément, quoi. Les trails, pour ça, c'est chouette, ouais. De toute façon, c'est vraiment vers ça que ça tend, en fait, Ouais, le dynamisme touristique autour d'un trail avec l'impact que le trail a de faire venir des gens. De toute façon, l'événementiel fait toujours venir des gens, mais il faut toujours avoir cette vue globale de tout ce que ça apporte ouais, autour aussi, et puis tout ce dynamisme que ça va apporter sur une région touristique, parce qu'effectivement, il y a très peu de gens qui vont aller jusqu'à La Réunion, faire la diagonale et revenir dès qu'ils ont ouais, passé très la peu. ligne d'arrivée. Il y en a très peu. Ouais. Donc ça apporte tout un dynamisme aussi, et puis c'est toujours chouette d'aller découvrir des coins comme ça qu'on n'aurait pas forcément découvert spontanément juste C'est pour aller ça. passer des vacances. Alors Mathieu, on arrive gentiment à presque 1 heure C'est d'échange. vrai? Oh, Ouais. purée. Ça va vite, hein. Ça passe toujours très très vite quand on Ouais. s'amuse. J'ai dû raconter trop de bêtises, je Pas du pense. tout, c'est passionnant. Alors, j'aimerais que s'il te plaît, si c'est possible, si tu en as, apportes des conseils pour les personnes qui auraient vécu ce que tu as vécu, donc c'est-à-dire un AVC et qui serait peut-être encore dans la difficulté là en ce moment et Ouais. qui connaîtraient une période peut-être un peu dure et voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à apporter à ces gens-là? Des conseils, je ne sais pas si j'ai cette prétention d'amener des conseils. Après,
faut bien réaliser une chose, c'est que moi, entre guillemets, mon AVC, c'est un AVC qui est, entre guillemets, guérissable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'ai plus aucun symptôme. Donc, j'ai eu un bol incroyable, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des gens qui restent avec des séquelles. Ça veut dire qu'ils ont, par Mm. exemple, une hémiplégie. On en connaît tous. Et pour eux, ben, c'est vraiment, je pense qu'à eux, je peux pas leur donner des conseils parce que j'ai jamais été dans cette situation. Enfin, oui, je l'ai été dans cette situation, mais sur un laps de temps de quelques heures. Donc, j'étais aussi, c'est vite vu, moi, je tenais pas debout, ni assis, ni à quatre pattes, impossible. Je devais ramper. J'ai mis 25 minutes à descendre les 12 marches de chez moi, donc c'était une catastrophe. Mais, mais je veux dire, ces gens qui ont des séquelles et qui restent avec des séquelles, ben, je peux pas leur dire, ouais, faites ça, il faut vous bouger et tout. Non, je peux pas, parce que ça change une vie complète. Tu dois tout changer. C'est tout qui change. C'est l'appartement, c'est la mobilité, c'est tout. C'est vraiment, je pense que, et c'est pas que pour une personne, hein, c'est pour l'ensemble du global de la Mm. famille, quoi. Tout le monde change. Tu changes tout plein de monde. Tandis que de mon côté, celui qui fait, entre guillemets, un AVC ou une petite attaque cérébrale comme j'ai faite moi, avec un retour à 100% des capacités, ben, je pense que le seul conseil qu'on peut donner, c'est bougez-vous. Parce que finalement, moi, on m'a dit, c'est aussi grâce à ta bonne santé que tu as récupéré si vite. Je te dis, 6 jours après, moi, j'ai été courir. Hein. J'étais dans la forêt chez moi, j'ai fait 2 kilomètres, hein, mais j'étais en train de courir. Et même, j'étais avec ma chérie, on a rencontré probablement quelqu'un qui a eu aussi un AVC, qui avait une canne et qui marchait. Puis là, tu te dis, ben, mon gars, va pas te plaindre. Hein. Ça me vient maintenant, mais j'ai été courir hier parce que j'avais congé. Donc, je cours dans la forêt et arrive en face de moi une dame avec une seule jambe. Donc, ça devait être récent parce qu'elle avait juste un pantalon qui s'arrêtait au genou avec un nœud, Mm. avec une canne. Il pleuvait. Elle marchait là dans les sentiers entre racines et cailloux. Et puis moi, j'arrive en courant en me disant, oh, c'est pas très chaud ici. Hein. Et puis je vois cette dame. Et puis le comble du comble, mais c'était incroyable. Elle s'enlève du chemin pour me laisser passer. Et j'étais super mal à l'aise. J'ai dit, mais attendez, je me suis arrêté hein, parce que je peux pas passer comme ça sans. Et puis on a discuté de mots. J'ai dit, ben, bonjour, mais j'ai dit, mais c'est moi qui dois m'enlever. Elle me dit, oh non, mais je suis pas handicapé. C'est pas parce qu'il me manque une jambe que voilà. Hallucinant. Et puis je me disais, ben voilà, cette dame, elle est là, elle est dehors avec une canne, une seule jambe, elle marche dans la forêt. Mais moi, respect, franchement respect. Et c'est là que tu dis, mais moi j'ai juste une chance de malade quoi. C'est pas possible. J'ai à manger, j'ai à boire, je fais ce que je veux, je fais le sport que je veux, je fais le travail que des millions de personnes rêvent de faire ça. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je veux faire comme Mathieu, je veux faire de l'hélico et courir. Ben ouais, moi j'ai un monstre bol. Franchement, voilà, donc de donner des conseils aux gens, pas. Chacun fait comme il peut, comme il veut, peut-être pas, mais comme il peut. Et je pense qu'ils le font du mieux possible. Mais peut-être le seul conseil qu'on peut donner, c'est foncer et puis rester tout le temps positif, vivre à 200%. Et quand ça va pas, ben ça va. Quand ça va pas, ça va encore. Je pense que voilà, c'est comme ça. Quand on veut lâcher, on lâche pas parce que il y a toujours des gens qui sont. Il y a toujours mieux. Il y a toujours des gens mieux. Il y a toujours une maison mieux. Il y a toujours une voiture mieux. Mais il y a toujours moins bien, quoi. Finalement, Mm. il y a des gens, franchement, c'est pas possible, quoi. Puis nous, on est là. Non, on doit vraiment juste dire merci, puis foncer là-dedans parce qu'on a tout. On a vraiment tout et déjà on est en santé. Enfin, moi maintenant, je suis en méga santé. Oui, j'ai eu des problèmes de santé, mais maintenant, quand je te parle, ça va super bien. Ça va super bien. Donc, profitons tant que ça va. Et puis, attends, je pense que attendons pas d'être mal ou d'être à l'hôpital pour se dire, oh, mais purée, mais quand ça ira bien, je ferai ça, fais ça. Non, fais maintenant que ça va. Parce Mm. que, voilà, je vois, c'est ça le plus important, vraiment. Mais c'est vrai d'avoir cette vue un peu globale aussi. Des fois, ça aide à vivre un peu plus le moment présent et puis à croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Ouais. Souvent, j'aime bien dire que, en gros, le trail, l'ultra-trail, tu peux le faire aller jusqu'à tes 60, 65 ans, peut-être un peu plus si tu es vraiment en forme, mais Mm. ça commence à être de plus en plus rare, enfin, les gens qui arrivent à faire au-delà. Euh, et que quand tu as 30 ans, bah, finalement, ça veut dire qu'il te reste 30 ans. En comptant environ 2 ultras par an, ça fait qu'il t'en reste plus que 60. Euh, avec un calcul comme ça, bah, choisis-les bien et profite-les bien, quoi. Bah ouais, exactement. Non, mais c'est sûr. Et puis, voilà, puis si c'est pas un ultra, c'est pas grave. Je veux dire, Non, si bien tu sûr. fais
Ouais, je pense qu'il faut vraiment. Moi, je vais en faire encore. J'ai 50 ans, oui. Quand je vois un Marco Olmo qui gagne l'UTMB à 58 ans, je me dis, bah, mon gars, alors je ne veux pas le gagner, hein. J'ai encore 8 ans. Euh, ouais, j'ai encore 8 ans de bon. Non, mais tu vois des gens qui sont plus âgés. Ici, on a des petites courses en montagne à droite à gauche, mais il y a des gens. Bon, moi, je vois mon père, il a 76 ans, mais il trace, hein, il va bien. Il prend son vélo, il me dit, écoute, moi, je prends pas le vélo si je peux pas faire 100 kills. Je dis, bon, bah, super, je me réjouis, quoi. Et je me rappelle avoir dit, je me réjouis d'avoir 50 ans pour être un peu plus performant dans la longueur. Mm. Mais il n'y a pas si longtemps, je vais courir avec un copain qui a 25 ans, un jeune qui fait 1m90. Bah, alors, je te dis pas, il fait des pas qui sont. Moi, je fais 3 pas, il en fait un. Et puis, je peux pas le suivre au départ parce que moi, j'ai le souffle qui tire, puis il part comme une bombe. Mais au bout de 4 heures, bah, il est derrière moi, puis il me dit, on va pas plus vite, hein, parce que là, pour moi, c'est bon, je te suis comme un robot. Donc voilà, puis moi, je me dis, oh, bah, 4 heures, ça commence à être bien, je commence à trouver mon rythme, je suis bien, bah voilà. Donc, chaque période, finalement, tu as tes petits trucs, mais finalement, à retirer tout ça, c'est quoi? C'est que c'était super chouette de courir avec ce petit jeune. Puis lui, il me dit, ouais, ben moi, j'adore courir avec toi. Voilà, on a eu tous nos moments un peu durs, un peu mous, puis c'était génial. Juste le partager, d'aller avec lui sans se prendre la tête. Oui, là, t'es plus fort, moi, je suis plus fort, on s'en fout. C'était génial. On a été courir 6 heures, c'était génial, franchement. Il va Mm. revenir d'ailleurs, parce qu'on s'est bien marré. Il en Ouais, redemande. ouais, puis tu sais, ce côté un petit peu trail, trail, je ne vais pas dire à l'ancienne, je peux pas dire ça, mais bah voilà, j'ai mon copain ou j'ai quelqu'un à côté de moi qui fait du trail, même en course, ça m'est arrivé, il tombe, bah, juste m'arrêter, ça va, tout, ok, t'es bien. Purée, nous, on joue pas le podium, enfin, moi, je joue pas la gagne, je joue pas le podium parce que j'ai pas les capacités, je suis pas assez fort, mais, mais tu vas retirer quelque chose de positif. Pour finir encore, si tu veux, une dernière petite anecdote, je me rappelle que au marathon, à l'ultra trail de l'Aiger qui fait 100 km, ben moi, aux 50 kills, j'en avais plein l'os. Puis là, il y a une possibilité, soit tu bifurques et puis tu passes l'arrivée des 50 kills, ou alors tu dis, voilà, je fais mes 100 kills. Mais c'est quand même, je crois, c'est 8000 de dénivelé, enfin, je ne sais plus exactement, ou 7008, peu importe. Ben, à 50 kills, moi, j'avais qu'une envie, c'était de mettre le clignoteur et puis de Mm. sortir. Puis bon, ma chérie, elle m'a engueulé, elle m'a dit, maintenant tu manges, tu as payé, t'es pas le seul à avoir mal, t'es pas le seul fatigué, alors tu te bouges le cul, moi je suis venu t'encourager, tu y vas. Je dis, bon, bah, j'y vais, quoi. Et là, je rencontre un gars, un Italien derrière moi qui dit, ah, basta, basta, j'abandonne. Mais moi, je me retourne, puis je me dis, quoi, t'abandonnes? Je dis, viens avec moi. Il me dit, quoi? Je dis, écoute, moi j'avais envie d'abandonner, mais on continue un bout. Et puis, chose incroyable, c'est d'avoir pris cet Italien avec moi, j'en ai oublié tous mes problèmes, parce que mon seul but, finalement, c'était de tirer cet Italien en disant, allez, on y va, on y va. Je l'ai pris derrière moi, il s'est mis derrière moi, puis on est allé, on est allé, on est allé. On a fait toutes les montées. Au ravito, on s'arrêtait, il disait, je suis crevé. On a continué, et je te jure, on est arrivé au kilomètre 100, il y a 101 kilomètres. Et le dernier kill, on l'a fait, on a tout fait ensemble, hein. Les 50 derniers kills, on les a fait ensemble. Et arrivé devant la ligne d'arrivée, il restait quelques mètres. Moi, on était tout proche, hein. J'étais un peu devant. J'ai freiné et je l'ai poussé en fait sur la ligne, qui passe la ligne avant moi. Et là, il me dit, mais t'es fou, c'est toi mon guide, tu dois passer avant. On m'en fout, moi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que moi, c'est vrai qu'il m'a dit, tu m'as tellement aidé. Et j'ai dit, ce que tu te rends pas compte, c'est que toi, tu m'as aidé. Parce que si, de t'avoir tiré comme ça et de t'avoir pris avec moi, j'en ai oublié tous mes problèmes. J'avais plus mal nulle part. Je me disais, mais maintenant, Matt, tu dois tirer ce type italien, il faut qu'il passe la ligne d'arrivée. Mais c'était génial. On a passé la ligne, il a passé avant. Donc, ce classement, il est avant moi. Et puis, on s'est tapé une sacrée grosse bière. Et puis, voilà, je sais plus. Je vais le revoir, je sais pas, dans un autre train. Mais c'est des petites anecdotes qui, pour moi, c'est ça un petit peu. C'est que lui, il m'a aidé, moi, je l'ai aidé. Puis, on a passé ensemble et c'était génial. Franchement, j'ai que des bons souvenirs de ces ces trails où tu peux un petit peu, ouais, cet esprit du trail, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est vrai que le trail permet ça et d'avoir cet effort de longue durée partagé avec des gens qu'on connaît pas forcément. Et c'est une très belle histoire que tu nous racontes là et que je pense que beaucoup de personnes ont dû vivre des choses similaires en ultra, de se faire aider par quelqu'un ou d'aider quelqu'un Ouais. d'autre. Et ce côté, je me détache un petit peu de mon corps. Et finalement, mon problème n'est plus vraiment qu'un problème personnel, mais ça devient un problème collectif où il faut qu'on arrive ensemble.
Et puis c'est vrai que finalement l'histoire ne retiendra jamais que Mathieu est arrivé juste derrière cette personne, tout le monde s'en fout. Ouais, puis j'ai pas de honte parce que moi-même, je m'en fous. Le but, c'était de passer la ligne. Voilà. Là, j'avais un but de passer sous les 20 heures parce qu'il y avait la qualification pour la Western State, donc ça a été fait. Voilà. Après, bon, Covid oblige, voilà. Mais c'est tout. C'était génial. Franchement, c'était un moment super. Ouais. Génial. Bon, bah écoute Mathieu, merci beaucoup pour ce moment d'échange. On mettra dans la description de l'épisode tous les liens qui peuvent renvoyer vers ton aventure, en tout cas, Merci, vers c'est sympa. le crowdfunding aussi que tu as mis en place, s'il y a des gens qui Ouais, veulent avec t'aider plaisir. à réaliser ce projet du mieux possible. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mathieu, pour clôturer, Prenez du plaisir, allez courir, faites les choses simplement, et puis voilà, je pense que soyez curieux, faites-vous juste plaisir, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Revenons aux choses simples, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'aide en tout cas. Donc voilà, puis peut-être qu'on se verra, je sais pas, sur un chemin, en balade, quelque part, ce serait cool. On se croisera peut-être sur l'UTMB. Ah voilà, Moi, peut-être simplement, ouais. je suis sur la Alors, TDS. voilà, on se croisera peut-être là-bas, ce serait cool. Ouais. Voilà. Et puis, il y a un événement, la clinique du coureur aussi, parce qu'on n'a pas Voilà, salué la clinique du coureur, mais on est tous les deux ambassadeurs exactement. pour la Ouais. clinique du coureur. Voilà. Ça, c'est aussi un bon conseil. Je pense que c'est pas une Bible, c'est pas une science, mais j'ai pu aller faire 3 de leurs cours. Et mon idée, c'est de pouvoir partir au Canada pour faire le cours expert. Alors voilà, je suis pas podologue, je suis pas physio, mais je pense qu'il y a possibilité d'y aller. Encore une fois, si je peux y aller, j'y vais. C'est juste parce que c'est génial, puis ça m'intéresse. Mais je pense que c'est une jolie philosophie, puis que moi, ça m'aide bien aussi. C'est chouette la clinique couleur, j'aime bien. Écoute, on les salue eux aussi, Exact. nos amis de la clinique coureur et tous les gens qui sont formés parce qu'ils commencent à être nombreux maintenant à être passés par les cours de la clinique du coureur. Et on salue tout ce petit monde-là qui gravite autour de ce beau sport qu'est le trail et la course à pied. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Encore une fois, vous trouverez tous les liens dans la description pour suivre les aventures de Mathieu. C'était un moment vraiment très, très, très intéressant. Beau partage, encore une fois. Merci, Mathieu, pour ce moment. Merci à toi, François, puis j'espère à tout bientôt. Yes, on se dit comme ça. Allez, à bientôt, bye bye. À bientôt, bye. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.